Bref, tout ça pour te dire. Bref, tout ça pour te dire. Bienvenue dans Bref, tout ça pour te dire, le premier podcast en impro total qui part d'un sujet du quotidien pour digresser vers le développement personnel, la psychologie, les neurosciences, l'énergétique, la philosophie ou encore des questionnements sociétaux comme le consentement ou les relations humaines. Une liste non exhaustive parce que, on le rappelle, l'impro est totale. Les deux voix que tu entendras au cours de ce podcast seront celles de Céline Bureau, dont le métier est d'apporter de la clarté aux individus et aux équipes dans des situations de blocage ou de questionnement par l'énergétique et les neurosciences. Et celle de Madison, coach professionnel et marketing, qui accompagne les particuliers et salariés dans leur challenge professionnel, ainsi que les entrepreneurs dans la construction d'une stratégie marketing authentique et efficace. Bienvenue et bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Bref, tout ça pour te dire. Bonjour. Alors ma chère Céline, aujourd'hui, Oui, on va parler du temps. du temps. Et ça, c'est grâce à... Madeleine, mon amie d'enfance, qui m'a appelée l'autre jour et à l'occasion de cet appel, elle me dit « Ah, au fait, est-ce que vous pourriez parler du temps et de la gestion du temps dans votre podcast ?» Donc déjà, merci Madeleine Oui, merci Madeleine. pour nous avoir soufflé ce sujet qui, à peine échangé très rapidos par quelques vocaux, comme d'habitude, nous a carrément inspiré et on s'est dit « Stop, stop, stop ». Parce qu'on allait carrément faire le podcast en direct, en vocaux. Donc on a stoppé direct le sujet. Mais j'ai vraiment envie que tu reviennes, Madison, sur ce que tu avais commencé à présenter dans les vocaux qu'on avait pu avoir sur la gestion du temps et notamment sur le lien avec l'avant-naissance ou la naissance. Oui, d'accord. Merci de me remettre les idées en place parce que j'avais complètement oublié. Mais je t'en prie, et parce que je ne connaissais pas et je me suis dit, faut que tu développes, j'adore. Ouais, c'est passionnant, c'est une kinésiologue que je suis sur Instagram qui m'a vraiment éveillée à ce sujet, qui s'appelle Audrey May. Okay. En fait, elle a conçu une méthode qui s'appelle Raconte-moi mon histoire, destinée à travailler avec les enfants sur des sujets qui les bloquent, en fait, à partir de symptômes physiques, ou enfin, en fait, plein de sujets différents que les parents apportent avec leur enfant en séance, comme par exemple le fait qu'ils ne font pas leur nuit, la constipation, l'énurésie, enfin des choses comme ça. Elle va aller avec eux creuser, en fait, explorer leur histoire intra-utérine, et même avant la conception, pendant la conception, en fait, qu'est-ce qui était à l'esprit des parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu à ce moment-là qui a pu influencer un conditionnement pour leur enfant en fait par la suite. Okay. Et donc ça m'est venu parce que quand on parle du temps, souvent le temps est lié à notre rapport à la mort, mais aussi on y pense moins à notre rapport à la vie, à la naissance. Et je me souviens que Audrey May notamment avait évoqué une fois le fait que les enfants qui étaient nés prématurément pouvaient avoir ce rapport au temps assez particulier parce que peut-être dans l'esprit de la maman c'était j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire avant cette naissance. Il peut y avoir aussi, sans naître prématurément, cette angoisse de la maman ou des parents pendant la grossesse est-ce que je vais vraiment avoir le temps de tout faire pour préparer cette naissance, cette arrivée, qui va conditionner, en fait, qui va s'engrammer dans les cellules du bébé et le conditionner à avoir cette angoisse du manque de temps. Ouais. Bon, en fait, pardon, excuse-moi. Vas-y. Si, je connaissais, mais alors pas sous l'approche kinésiologie, mais effectivement en soins métamorphiques, qui est un soin énergétique qui travaille sur les mémoires liées à la préconception, à la conception, à la vie intra-utérine et à la naissance. Donc un soin que peut recevoir un enfant, un adulte. Effectivement, quand tu disais qu'il y a le rapport, alors que ce soit le rapport au temps, mais le rapport à l'attente du bébé, ou voilà, tout ce qui peut se passer pré-conception, conception, vie intra-utérine, naissance, vient s'engrammer effectivement dans nos cellules, et donc le soin métamorphique a pour objectif de venir libérer ces mémoires-là
pour retrouver un confort de vie, un apaisement, apaiser certains maux physiques, comme de l'eczéma par exemple, ou de la constipation, comme tu disais tout à l'heure. Mais aussi retrouver le sommeil, retrouver un rapport à la vie beaucoup plus libérateur, joyeux et surtout aligné à soi. Parce qu'on est venu libérer les mémoires cellulaires du fait de ce qui s'est passé pendant ces différentes phases. Donc effectivement, ok. Et le rapport au temps, tout à fait. Ce que tu disais sur... moi, ça m'évoquait l'attente de l'enfant. Donc voilà, attendre, et avoir un rapport peut-être mais les choses n'arrivent pas, pourquoi les choses n'arrivent pas, pourquoi c'est si difficile pour moi, et après dans quelle posture on se place d'acteur et actrice de sa vie ou de victime de sa vie et du rapport aux autres, à soi et au grand tout. C'est ça. Voilà, je suis partie un peu loin, mais... Tout à fait, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Ouais. Et du coup, je trouve que ça c'est là où on voit le profond lien en fait entre quand c'est un rapport à la naissance, à la vie, mais aussi à la mort, parce que on peut avoir cette angoisse de la mort très très présente qui va reconditionner en fait toute notre vision de notre vie, la manière dont on vit notre vie, être toujours pressé, à vouloir faire un maximum de choses. Je fais des petits signes en disant oui, tout à fait moi. Être avoir peur du vide en fait. Que le vide soit dangereux parce que synonyme de mort. C'est vrai que je sais que par exemple j'ai travaillé beaucoup en EMDR sur le sommeil, parce que moi j'avais beaucoup de problèmes d'endormissement. Je cogitais énormément. Et en fait, avec le EMDR, j'ai compris aussi que ça venait de plusieurs événements dans mon enfance qui m'avaient conditionné à voir le sommeil comme un danger, en fait. Mais des grandes choses comme des petites choses. Il y avait le décès de mon oncle qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petite. Mais il y avait aussi, par exemple, je me souviens très bien d'une sortie scolaire dans un château. J'étais vraiment petite, où... le monsieur, je crois, qui faisait la visite expliquait que les lits étaient à cette époque du Moyen-Âge avec une inclinaison très forte au niveau du dos, parce que à cette époque on pensait que s'endormir à plat c'était être mort. Ok. Et t'as entendu ça enfant? Ah ouais. Ok. Et ça m'a vraiment traumatisée pour le coup. Et donc j'ai toujours du mal à dormir à plat. Quand je m'endors, beaucoup moins maintenant, mais quand je m'endormais, je faisais très attention à ma position parce que je voulais surtout pas ressembler à un mort dans son cercueil, tu vois. C'était vraiment quelque chose de très très présent pour moi. Alors que c'était juste, je sais pas, peut-être 30 secondes de ma vie. Tous les autres enfants sont passés à côté, sûrement. Je sais pas, peut-être pas, mais... et moi, ça m'a touchée vraiment précisément, sûrement parce que c'était la même époque en plus que le décès de mon oncle, donc ça a dû, il y avait un terreau en fait. Complètement. Ouais, complètement. Voilà. Et donc avec le MDR, ça m'a permis de libérer ça, de libérer cette croyance, de me dire non en fait, être allongé c'est ok, dormir c'est bénéfique, ce n'est pas un danger. Et donc maintenant je m'endors mais beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement qu'avant. Ouais. Et puis sur l'endormissement, c'est vrai qu'on a aussi le cerveau qui va envoyer parfois quand on s'endort, on a l'impression de plonger soit dans le vide, soit d'avoir des mouvements réflexes du corps, la jambe qui se tend d'un seul coup et autres, parce que c'est le cerveau qui envoie un signal au corps en disant ok c'est bon, t'es en relâche, mais t'es bien en vie en fait. Donc il y a ce rapport là aussi. Et puis sur l'endormissement, la perte de vigilance, oui c'est ça. Quand on a un sentiment de nécessité de vigilance constante. Ouais, tout à fait. Donc là, le système nerveux qui est en saturation la plus totale aussi. Ouais. Bon, tout à fait. Sur le temps, mais oui. C'est comme d'habitude, intuition plus, mais il y avait cette notion-là chez moi aussi de m'endormir, c'est être vulnérable. Ouais. Et ça, c'était transgénérationnel. Il y avait eu des traumas au moment de l'endormissement dans les générations précédentes. Okay. Je me suis aperçue qu'en fait, ça m'avait conditionnée à penser qu'à ce moment-là, j'étais vulnérable, je n'étais pas en sécurité. Quoi. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ouais, rapport à la sécurité aussi intérieure. Ok. Et donc voilà, donc vaste sujet que le temps. Oui. On revient. Mais pour dire que le temps, on peut le voir comme une durée, mais aussi comme une temporalité. C'est-à-dire qu'il y a certains moments
de notre quotidien qui peuvent aussi être envahis d'une croyance conditionnante et inconsciente, et donc qui va venir modeler la façon dont on va vivre ce moment-là de notre vie, quoi. Ce qui vient générer le fameux driver dépêche-toi, ou entre autres, tout à fait. ou pas. Mais alors le dépêche-toi, ça a été le mien pendant très longtemps. Ce serait intéressant que je refasse le test pour savoir si c'est toujours le cas. Et c'est vrai que le rapport au temps, en fait, il y a à la fois le rapport dans le grand tout, donc rapport vie-mort, mais il y a aussi tout ce qui relève de la quotidienneté. Oui. Et parce qu'il y a des réalités, quand on est actif, qu'on a des enfants, ou pas forcément, mais quand même avoir des enfants, ça rajoute une sacrée charge. Voilà, on doit trouver à la fois du temps pour soi, du temps pour les autres, du temps pour sa famille, du temps pour le travail. Et on peut avoir le sentiment d'être dépassé, de ne pas avoir assez de temps. Et comment retrouver du temps et de l'espace pour ça et pour soi. Bon, alors là, il y a tout un tas de choses qu'il est possible de me faire et de mettre en place, mais pourquoi je voulais en arriver là que, en plus de ça, on a tous un rapport différencié au temps. Ce qui pour nous, ce qui peut-être pour moi me dit, je me dis non mais ça prend des plombes alors que ça dure qu'une seule heure. Pour une autre personne, ce sera juste, non, ça dure juste 1 heure, c'est pas très long. Oui. Et là aussi, ça reste très intime et personnel, le rapport au temps. Et tout à fait. On peut tous déjà de prendre un peu de recul. Oui. Et un peu de distance par rapport à ça pour vérifier et temporiser justement ce rapport au temps. Ouais, complètement. Et ce que tu dis, ça m'inspire aussi, cette notion de puissance personnelle aussi, et de choix. En fait, souvent les moments où on trouve que c'est hyper long, alors que ça passe, au final c'était peut-être 1 minute, mais ça nous a paru des heures, et puis des fois ça nous paraît 1 minute alors que c'était des heures. En fait, souvent c'est cette notion de choix qui est là, c'est est-ce que j'avais le choix de vivre ce moment ou pas. Quand j'étais en classe à ce moment-là, que ça durait des plombs, peut-être parce que j'avais pas choisi d'être là, ou j'avais pas choisi le sujet sur lequel on travaillait, ça me saoulait profondément. Quand je suis dans la salle d'attente d'un médecin, que ça dure 3 plombes, en fait, j'ai pas choisi d'attendre comme ça. Et à l'inverse, moi, je prends mon pied, que j'adore ce que je suis en train de faire, etc. Le temps passe hyper vite. En fait, je suis vraiment dans le choix d'être là, dans le plaisir, etc. Et donc, ça change ma notion du temps. Et donc tout ça pour revenir à ce que tu disais sur, quand on a plusieurs rôles dans notre vie, que ce soit en tant que femme, conjointe, mère, chef d'entreprise, salarié, on a plusieurs rôles qu'on peut finir par subir à un moment donné. Et donc remettre du choix, de la conscience de ses choix en fait dans chacun de ses rôles, en tout cas choisir dans lesquels on veut mettre des choix et ceux pour lesquels on veut un peu lâcher l'armure et le combat, etc. Et, plus lâcher prise et c'est ok de se laisser porter. En fait ça permet aussi de mieux vivre ce rapport au temps. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi sur cette question de choix et encore et toujours de rapport à sa posture intérieure. Ouais, parce que parfois, on peut se dire, mais là, j'avais pas le choix, il fallait vraiment que... un tel a débarqué à l'improviste, je n'ai pas eu le choix que de dire oui, ou on m'a proposé d'avoir telle mission supplémentaire, j'ai accepté, alors que je manquais déjà de temps pour faire tout ce que j'avais à faire, mais j'ai quand même accepté. Quel est le... Alors, par moment, bien entendu, on n'a pas le choix, bien sûr. Très, très souvent, quand même, on l'a. En revanche, c'est dans quelle mesure assumer ses choix. Voilà. Venir se dire, ok, habituellement, j'ai toujours dit oui. J'ai toujours laissé de l'espace et du temps pour les autres plus que pour moi. Et donc, en fait, peut-être qu'ils vont plus apprécier, ils ne vont pas comprendre pourquoi je dis non. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il faut assumer derrière tous ces choix-là. C'est pas facile, évidemment, c'est une question de temps.
là encore, d'accepter que de se dire, bah voilà, il va y avoir peut-être des dommages collatéraux, c'est-à-dire que les personnes qui ne vont pas accepter que je change ma posture intérieure, ils peut-être partiront ou me feront des reproches ou autre, mais c'est vraiment rester bien au clair sur ses choix et surtout le respect de soi. Oui. Parce que là, c'est vraiment... c'est primordial et c'est ça la posture intérieure dans un premier temps, c'est se respecter. Il ne s'agit pas de ne pas respecter les autres, c'est pas ça, mais se respecter soi avant tout ou d'être en capacité de dire écoute, là je ne peux pas, je n'ai pas de temps. En revanche, ce que je te propose, c'est qu'on se revoit à tel moment ou que je t'appelle plutôt à cet instant-là ou quand il s'agit d'un dossier au travail, de dire est-ce qu'il est possible de le décaler dans une semaine quand j'aurai bouclé tel dossier-là, d'oser aussi dire non, là je n'ai pas le temps, je ne peux pas, et il s'agit de me préserver aussi, de me protéger sa santé mentale, c'est essentiel, et de se respecter, et de faire respecter ses choix aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça m'inspire plein de choses, mais complètement. Je vois bien, tu vois, il y a plusieurs de mes coachés que je peux accueillir en séance qui quand ils arrivent, en fait, utilisent une expression tout le temps dans leur phrase, c'est « il faut ». Il faut, je dois, je suis obligée, j'ai pas le choix. Voilà. Et donc, pour ces personnes-là, tout l'enjeu, c'est justement de les aider à reconquérir en fait, cette puissance personnelle et de dire que si, vous avez le choix, mais en fait, qu'est-ce qui vous fait peur dans les conséquences ? C'est exactement ça, les conséquences, les dommages collatéraux, comme moi je les appelle. C'est ça. Alors, c'est un côté un peu plus vénère, mais... Oui, mais c'est ça. Et puis, c'est pas forcément des dommages... ou alors, c'est des dommages collatéraux, mais qui vont en fait donner lieu à... C'est vrai, j'avais une intervenante en début de coaching qui avait utilisé cette expression et qui est très drôle parce qu'on peut faire le lien avec dommages collatéraux, c'est du compost en fait. Mais exactement, derrière ça va être bénéfique. C'est ça, c'est du fumier, c'est de la merde, disons-le. mais qui est fertile. Parce qu'après ça va donner des fruits, voilà, ça va... Et donc je m'étais dit, mais c'est génial, c'est trop ça en fait. C'est voilà, accepter que des fois, en fait les conséquences elles puent. Ouais. Mais en fait, ça va donner quelque chose de positif par la suite. Exactement. Et peut-être pas encore. Et est-ce qu'elle pue réellement tant que ça ? Oui. Pas toujours. Pas trop en fait. Non, pas trop. Et moi je me souviens que dans le... j'ai encore ce côté-là, mais oui, je prends. Enfin voilà, j'ai le temps, je peux absorber, je peux faire. En fait, quand j'ai commencé à mettre le haut là, parce que il s'agissait de ma santé et de me respecter aussi, déjà je me suis rendu compte que finalement, en fait, il n'y avait pas tant de conséquences que ça. Oui, ouais, tout à fait. Finalement, les personnes qui m'entouraient étaient extrêmement bienveillantes et attentives au bien-être de tout le monde et qu'elles acceptaient en fait que c'était pas à cet instant-là que je pouvais faire des choses ou les voir ou je parlais plutôt de mon rapport au travail, mais oui. Voilà. Ouais. Mais finalement, il n'y a pas eu tant de conséquences que ça. Et la priorisation, en fait, elle s'est faite beaucoup plus naturellement, ça s'est fait de manière plus fluide, et puis après, quand il y avait des choses où il y avait vraiment pas le choix, on va dire, et ok, c'était celle-ci qui avait la priorité, mais il fallait accepter que le reste ne se fasse pas. Exactement. Et c'est une question d'acceptation aussi. Voilà, tu as raison. Et puis en plus, en effet, quand on regarde les conséquences d'un non, elles sont souvent moins... moins importante, moins grande, moins catastrophique que au final celle d'un oui qui n'est pas géré ensuite. Complètement. Parce que en fait si on dit oui mais qu'on n'est pas en capacité de délivrer, là ça va générer des conséquences beaucoup plus néfastes pour nous que si on avait dit non. Complètement, se dénigrer, se culpabiliser, voilà. toutes ces conséquences-là. Une incompréhension des autres, pourquoi elle n'a pas dit non. Exactement. Elle aurait pu. Elle aurait pu nous dire non. Bon. Parfois, il y a aussi un peu de mauvaise foi de la part de l'extérieur, mais bon, c'est classique. Je crois que j'avais envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit, mais ça ne me revient pas, donc c'est pas grave. Ça va revenir. Si tu veux autre chose, n'hésite pas.
Mais oui, du coup, moi, pour continuer sur le il faut, etc., c'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on arrive dans la mécanique du burn-out, en fait. C'est cette gestion du temps, cette notion du temps où, même si elle n'est pas très consciente au départ, c'est comme si on avait intégré que le temps des autres était plus précieux que le nôtre, que les priorités des autres étaient plus importantes que les nôtres, et donc on est... alors, c'est pas tous les burn-out, bien sûr, hein. Moi je parle vraiment de ceux qui me parlent parce que c'est mon cas. Mais chaque situation est particulière et ça c'est important de le rappeler. Donc c'est pour ça que c'est important de traiter le burn-out de manière unique à chaque fois. C'est important de le rappeler aussi qu'il y a... En fait, c'est un concept qui est très flou aujourd'hui, qui est beaucoup étudié, mais qui est quand même très flou. Et c'est pour ça que les moyens de s'en sortir sont très variés et que c'est une approche, comme c'est un sujet, une pathologie qui est multifactorielle, il est important de le traiter par des approches multiples. Donc, psychologue du travail, thérapeute, coach, énergétique. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autour et chacune va apporter quelque chose. Voilà. C'était important de le poser. Oui, mais complètement, je suis d'accord, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une seule brique pour venir reconstruire sa maison à l'intérieur. C'est ça. Mais c'est vraiment d'assembler les différentes briques qui vont venir aider à reconstruire. C'est ça. Voilà. Son bien-être et son rapport à soi et sa santé. Exactement. Et du coup, la notion du temps, là, elle est hyper importante à ce moment-là parce que réinterroger sa notion du temps, c'est réinterroger ce qui nous conditionne aussi, nos conditionnements. Et donc ça peut être, en effet, comme on l'a dit, des conditionnements transgénérationnels, préconception, travail terrain, mais ça peut être aussi des conditionnements liés à des blessures, à des traumas, et aussi à un système familial dans lequel on avait une place et on n'avait pas le choix que d'agir de cette manière. Et du coup, ça nous a conditionné à un fonctionnement par rapport au temps. Donc tout ça, c'est important de le travailler. Et bien sûr, le burn-out ne dépend pas que de l'individu, ça dépend aussi du système organisationnel dans lequel il est. Mais c'est la rencontre entre les deux. Et donc travailler sur soi, c'est important pour éviter de retomber dans les mêmes schémas, quel que soit l'environnement dans lequel on va travailler ensuite. Ouais, et je ne sais pas pourquoi je voulais dire ça. Le rapport à il faut, on doit... Tout à fait. Je ne sais plus. Tout ça pour dire quoi. Oui. Tout ça pour te dire que le rapport au temps, dans ce contexte du burn-out, il est quand même essentiel pour moi. Et donc, ça revient à ce que tu disais aussi, voilà, que en fait, le rapport au temps, il est très lié à son rapport à soi. Ah oui, et c'était ça, voilà, le fait de construire une chambre à soi, comme... Voilà, plusieurs personnes très célèbres l'ont dit, c'est très important et souvent quand on a un rapport au temps floué, c'est qu'on n'a pas vraiment cette chambre à soi, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu cette opportunité enfant de prendre le temps de jouer, d'être dans des activités de plaisir, en fait le temps était occupé par de l'utilité, des choses comme ça. Donc on n'a pas pu se construire, nourrir l'enfant intérieur qui était en nous en fait. Et vraiment consacrer du temps à nous-mêmes, mais il n'est jamais trop tard et c'est justement une fois adulte qu'on peut reconstruire cette chambre à soi pour avoir cette posture intérieure qui soit solide, juste pour nous et qui nous permet de dire non en toute sécurité en fait. Complètement, je partage complètement ce que tu viens de dire et ou de venir renouer avec ses besoins d'enfant. Exactement, ouais. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps pour décharger, pour se retrouver, et c'est complètement ok aussi, ça pouvait être le cas enfant, ou ça pouvait ne pas l'être, parce que perturbé, bousculé, il y avait plein d'activités à mener, à construire, comme tu le disais aussi, combler. Il y a un lien aussi avec ça sur le combler toujours le vide, ne pas se laisser le temps de ne rien faire. Enfin, ne rien faire en fait, c'est un échec. Enfin, quand le lundi on retourne au travail, que les collègues ont dit qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Bah écoute, pas grand-chose, j'ai pris le temps, je fais mes petites affaires et tout. Bon, souvent on nous regarde un peu éberlués, parce que moi j'ai fait ça, j'ai fait du sport, je suis allée voir ta amie, je suis allée au cinéma, et puis après je suis allée à la mer, et puis ceci, et puis cela, ok. Oui. Et c'est très bien aussi, mais c'est simplement venir mettre de la conscience sur ce qu'on fait et pourquoi on vient les faire aussi, et
le fait de combler à tout va en permanence. Et donc, d'être en capacité de se dire, en fait, je n'ai pas besoin de ça, là, j'ai besoin de prendre le temps de venir décharger. Ce qu'on dit aussi lors de nos ateliers pour les personnes hypersensibles, c'est que c'est important, quand on est hypersensible, de s'autoriser à retrouver du temps à soi, de s'autoriser à dire non, à identifier les moments où on va avoir besoin de temps pour nous, enfin voilà, toutes ces petites tips. Et le rapport au temps pour les neuroatypiques, je pense que... et voilà, il y a un vaste sujet, quoi. C'est ça. Mais je vais y revenir, mais j'avoue que tu m'as lancé aussi sur autre chose. Vas-y. C'est que, quand tu parlais du vide, cet rapport au vide, etc., au retour des collègues, en effet, quand tu dis ça, ça dit beaucoup aussi de la dérégulation neuronale, en fait, de notre société. Donc j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps très intéressante sur le sujet. Et en même temps, je tiens à dire aussi que moi, par exemple, un récit de week-end comme ça, c'est le rêve. Je veux dire, on a trop la chance, quoi. Mais ça m'arrive aussi, bien sûr. De plus en plus, je me l'autorise de plus en plus. Bravo. Merci. Oui, donc cette vidéo était une vidéo dont je t'ai parlé de ce sommet, la Quantum Way sur le trauma. Et donc c'était notamment le père de la théorie polyvagale, donc de l'étude sur le système nerveux, qui expliquait qu'aujourd'hui on vit dans une société qui est très dérégulé en termes de système nerveux, que le système nerveux dérégulé, donc en mode panique, voilà, est en fait un système nerveux très productif. Le stress est un énorme moteur pour être productif, ça lance la machine, mais bien sûr à un moment donné ça perd la machine, voilà. Mais c'est un moteur très puissant pour la productivité. Et en fait aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde, qui est très stressant, qui dérégule énormément nos systèmes, et donc crée un mode de fonctionnement qui est énormément sur la défensive et dans la productivité. Et donc c'est pour ça aussi que c'est difficile dans une société comme ça d'être dans plutôt le mode sain du système nerveux au repos, qu'on appelle dans la théorie polyvagale le rest and digest, donc vraiment le repos et digestion, qui est nécessaire au système nerveux pour pouvoir assimiler tout ce qu'il a fait et repartir dans du sympathique, donc du moment, de manière saine. Sauf qu'aujourd'hui, la société connaît de moins en moins ces moments de repos et de digestion. Oui, complètement. Je voyais l'image d'une voiture. Enfin, évidemment, même quand elle roule 15 heures, en fait, il faut la mettre au repos, parce que sinon le moteur est en surchauffe et va exploser. Donc là, c'est vraiment ce rapport à la productivité, à la production, au faire. C'est ça. L'action. Ah zut, j'ai mangé ce que je voulais dire. C'était la voiture. La voiture, tout. Ah, je sais plus sur... Bah écoute, non, c'est pas grave. Sur le faire, et bon, c'est un peu galvaudé aujourd'hui, on dit beaucoup être dans le faire et plus dans l'être, mais c'est vrai que c'est fondé sur des choses vraies. Complètement. Et ça y est, je viens de retrouver ce que je voulais dire, ou comme tu disais, c'est difficile dans nos sociétés actuelles de s'autoriser à prendre du recul ou autre. Il y a pourtant en parallèle le développement personnel qui amène et qui essaye d'éclairer les consciences là-dessus, sur prendre du temps pour soi, s'autoriser, avec beaucoup d'ateliers, des retraites, voilà. Donc là on parle aussi pour des personnes qui sont en capacité à la fois de financer ces retraites qui parfois sont à des prix exorbitants, ou les différents ateliers, ou aussi d'avoir les moyens matériels et humains pour s'autoriser à pouvoir prendre ce temps-là, parce que y a quand même toute une logistique derrière de garde d'enfants, ou de travail, ou de... Tout à fait. Donc voilà, avoir aussi les ressources pour permettre de... Et en même temps, il y a ce côté très... Alors, j'allais dire galvaudé, et j'ai quand même une sorte de petit mépris par rapport à ça, mais il y a le dev perso qui encourage à prendre du temps, à s'autoriser un retour intérieur, à une montée de prise de conscience, et ce dev perso
qui vient mettre des injonctions supplémentaires sur le bah oui, mais aussi tu prends pas soin de toi et comment tu fais pour trouver du temps pour toi et comment ça se fait que si, que ça, que. Oui, ça redevient une charge mentale supplémentaire. Et ça redevient une nouvelle charge mentale avec de nouvelles injonctions, avec des y a qu'à faucon et tu devrais et il faudrait. Et donc un peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc, bon, ça c'est un sujet qui m'énerve profondément. Je pense que voilà, vous l'aurez senti. Et en fait, c'est retrouver ce rapport à l'intime. Et si c'est 5 minutes, vous arrivez à souffler, à ne serait-ce que être dans le silence et pas forcément méditer ou ceci, cela, non, rien, mais si vous arrivez à trouver 5 minutes, et ben c'est très bien, c'est juste 5 minutes, avec 5 minutes, et avec 5 minutes qui est déjà, dans un premier temps, permet de s'apaiser et d'arrêter la course à tout va. Tout à fait, mais oui, c'est ça. En permanence, parce que la course au bien-être aussi, c'est bien sympa, mais enfin, quand on fait du sport 2 fois par semaine, qu'après on va faire de la méditation, qu'après ceci, qu'après cela, on est encore une fois dans combler le vide. Oui, exactement, donc, c'est vrai. Alors que justement, l'idée, c'est d'apprécier le vide. Ouais. Et donc, ne serait-ce que... moi, j'avoue que ma manière la plus simple, et celle que je préfère d'apprécier le vide, c'est, quand je télétravaille chez moi, après manger, de me faire mon petit café dehors, d'écouter ce qui se passe autour, et d'être juste dans... Voilà, je suis là, c'est ok. Et ça peut durer 1 minute, quoi. Mais au moins, j'ai eu ce moment de vide où je souffle et je suis avec moi-même. Ouais. Et je suis pas dans qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que j'ai fait avant, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais je suis plus là, maintenant, ici, maintenant, ce qui est ma principale difficulté. Mais c'est la difficulté de tout le monde. Je te rassure. Le rapport à ici et maintenant. Et c'est marrant parce que, alors moi, c'est la même chose, donc toujours avec le petit café, sauf que c'est le petit café du matin. Ah ouais. Ou, alors quand je suis pas en mode préparation pour aller au travail, mais quand j'ai du temps, le week-end, en tout cas je m'autorise à prendre ce temps. Je savoure, je déguste mon café et je regarde par la fenêtre et globalement il ne se passe rien. C'est ça. Et c'est génial, j'adore. Ouais. Et après voilà, après je me mets en action. Voilà. Parce que j'aime ça aussi, mais c'est... Ouais. C'est ces temps où on appuie un peu sur pause, quoi. Ouais, complètement. Et ça, et même... ce que les hypersensibles connaissent bien, mais ce qui n'est pas réservé qu'aux hypersensibles, c'est ces moments un peu suspendus, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est magique maintenant. Et du coup de s'arrêter et de se dire waouh, c'est magique maintenant. Et ça peut être juste, on parle beaucoup du printemps, mais c'est avoir un rayon de soleil sur soi et se dire et l'apprécier. Ça peut être juste avoir une fleur et être éberlué par la beauté de cette fleur. Entendre les oiseaux. Voilà, être entre amis ou en famille et de ce coup de se dire quel changé, c'est magnifique ce qui se passe là. C'est vraiment apprécier le moment là et ça peut durer 2 secondes. Mais en fait, en cultivant ces toutes petites secondes dans le quotidien, on reprend, on se réapproprie en fait notre temps, notre quotidien, notre présence en fait. Complètement. Et on vient remettre un peu d'émerveillement aussi et de conscience toujours. Alors c'est vrai que j'ai souvent ce mot-là à la bouche, mais parce qu'en fait pour moi c'est essentiel que de prendre conscience de ce qui se passe et donc d'apprécier ce qu'on est en train de vivre, le moment, même s'il est furtif. C'est pas grave en fait, enfin, c'est très bien. Ouais. C'est très bien. Et ça fait penser en plus... je trouve à cette connotation qu'on peut avoir sur le temps, c'est, pour que ce soit qualitatif, il faut que ça prenne du temps. Alors que non, en fait, tu me partageais la dernière fois que tu trouvais que tes soins énergétiques, tu les faisais de plus en plus rapidement et tout. Et en fait, c'est génial parce que en fait, c'est pas le temps que tu vas y passer qui va générer de la qualité, c'est l'énergie justement que tu y mets. Je suis désolée, du coup j'en parle en même temps. Mais vas-y. partage la réflexion que je peux avoir autour de ça, tout va bien. Mais ça, je trouve ça génial parce que en fait c'est le bénéfice qu'on vient chercher chez toi, c'est pas le temps que tu vas y passer. Et donc et puis oui, effectivement, ça permet aussi aux personnes qui manquent de temps que de se dire le bénéfice sera tout autant là. Exactement. Et voilà, parce que c'est aussi ok et que il y a un principe de réalité qui est la vie, le quotidien,
le monde matériel, et qui fait que, oui, on est aussi sursollicité, et ça arrive, et c'est ok, et pour ces moments de vie-là, on peut se dire qu'en peu de temps, tout est relatif, mais en peu de temps, ça marche. Et ça me faisait penser, quand tu disais la croyance qui est de plus on y met du temps, plus ce sera qualitatif. Mais alors, j'ai eu des échanges cette semaine autour du présentéisme au travail. Oui, ouais, ça ouais. Alors, le fait de passer du temps sur son lieu de travail est soi-disant gage d'implication, d'engagement, de qualité de travail, de productivité. Mais enfin, c'est du délire. Et je me disais, mais c'est un non-sens avec tout ce qui est dénoncé, avec le mal-être au travail. Enfin, les chiffres sont alarmants, tu l'as partagé cette semaine sur LinkedIn. Enfin, les chiffres sont alarmants, terrifiants, et on en est encore à croire qu'être présent, c'est gage de qualité. Alors après, tout ça, c'est culturel. Il y a des sociétés où c'est pas du tout le cas, au contraire. Quand on reste plus longtemps sur son lieu de travail, ça dénote plutôt d'un manque d'organisation. Exactement. Donc voilà, c'est... croyance encore, très très... c'est ça. Je dirais archaïque. Oui, complètement archaïque. Ouais, c'est fou. Et je trouve que ça conditionne toutes les autres, beaucoup d'autres croyances aussi autour, parce que tu vois, tu te dis, en fait, je sais pas, moi j'ai pas mal d'amis qui peuvent me dire souvent, j'ai l'impression de ne pas consacrer assez de temps à mes enfants, tout, ce que je peux me dire moi aussi, en fait, ce que je leur dis, que j'ai du mal à me dire moi-même, c'est vrai, on le dit, et c'est vrai, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, mais du coup, cette injonction en plus, on n'a pas de temps, mais il faut qu'on en passe. Voilà. Oui, une nouvelle injonction, complètement. Qui nous met tout le temps en tension sur cette notion de temps. Tout à fait. Il faut que je dorme plus. Oui. Oui, alors déjà, trouver le sommeil et trouver une qualité de sommeil, ça ne se décrète pas. Voilà. Ça se saurait. Ça se travaille. Ouais. Parce que il y a plein de... Comme tu le disais au début de l'épisode, il y a plein de sujets annexes, d'enfance transgénérationnelle ou de contexte de vie actuel qui peuvent venir expliquer un truc du sommeil. Donc c'est pas pour ça qu'on va... Ça ne se décrète pas, Il faut que je trouve du temps pour dormir, il faut que je trouve du temps pour faire du sport, faut que... Enfin. Et on organise notre vie avec un agenda, quoi. Alors que dans le monde spirituel, on dit qu'il n'y a pas de temps. Que le temps, c'est une construction. Et qu'en fait, tout ça, c'est que... alors, selon ses croyances, bien entendu, mais que si on croit à un grand tout, à un là-haut, ou à peu importe sa croyance, eux, ils ne connaissent pas le temps. Donc c'est aussi parfois pour ça que quand on est sur des... j'ai fait mes manifestations, j'ai demandé à recevoir telle chose, mes intentions pour cette année c'est ça, et je comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. Et, alors, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça n'arrive pas, mais il y a aussi ce rapport au temps. Et comme tu disais tout à l'heure, le rapport à l'ici et maintenant, c'est la seule chose qui est connue de là-haut, dans le rapport au temps. Donc, nous, ça peut nous sembler être très très long, des semaines, des mois avant d'obtenir, entre guillemets, ce qu'on souhaite. Et pour eux, en fait, c'est en un éclair. Donc, il n'y a pas de rapport au temps. Tout ça, c'est une construction de la société. Selon, bien entendu, quand on est... Voilà, on est sur une approche plus spirituelle des choses, mais ça reste une construction. D'ailleurs, le calendrier, les calendriers sont des constructions, sur le rapport au temps. Tout à fait. Même le rythme circadien, etc. En fait, maintenant, on commence à savoir que à la base, l'être humain n'a pas de rythme aussi régulier de jour et nuit. En fait, on est plutôt sur des phases de sommeil et d'éveil qui s'alternent normalement au départ. Et en fait, c'est notre rythme de société occidentale et puis même de civilisation, en fait, comme il a fallu organiser la civilisation, que petit à petit, on a mis en place ce système de la nuit on dort, et le jour on est en éveil, mais qu'à la base, c'est pas du tout notre rythme naturel. Hyper intéressant. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais.
Et puis bon, on a évoqué très rapidement les neuroatypies, mais il y a aussi des neuroatypies qui floutent. Notre rapport au temps aussi. Ouais, je t'en parle souvent, mais ma dyschronie, ça ne doit pas devenir une excuse, bien sûr. Mais par exemple, dans le TDAH, pas toujours, mais souvent, on constate qu'il y a ce rapport au temps qui est compliqué. Qu'on a beaucoup de mal à anticiper le temps que va nous prendre une tâche, on se fait happer dans l'instant présent et du coup on ne voit pas le temps passer et donc on peut être facilement en retard parce qu'on n'avait pas cette notion du temps. Enfin, ça ne doit pas devenir une excuse encore une fois, non. Mais c'est un vrai trouble en fait. Ouais. Et donc quand j'ai pris conscience de ça il n'y a pas si longtemps que ça, je me dis waouh, ça explique tout. Et donc en fait j'ai arrêté de me culpabiliser par rapport à ce rapport au temps pour enfin mettre en place des outils pour m'aider à avoir un rapport au temps plus juste en fait et plus confortable pour moi. C'est pas parfait encore, hein, tu l'auras constaté parfois. Et puis c'est parce que toi et moi on a un rapport au temps et pour le coup sur la chronicité c'est un peu différent donc. Voilà. Mais c'est bien pour ça qu'on se retrouve aussi pour nous faire avancer chacune sur notre rapport au temps. J'en suis convaincue. C'est ça. Parce que pour la petite anecdote, quand même ce matin j'étais tellement persuadée d'être en retard que du coup je me suis speedée comme une folle pour notre rendez-vous et que j'étais carrément en avance. Voilà. Donc, moi je mets énormément de pression pour finalement c'était pas nécessaire quoi. Je pense que tu aurais toléré 5 minutes de retard. Oui, surtout que tu l'es jamais. Donc... en retard, donc je me serais dit pour une fois que c'est pas moi. Et alors est-ce qu'il y aurait d'autres neuroatypiques qui viendraient flouter flouer merci le rapport au temps? Alors c'est moins clair, en tout cas pour moi, d'après mon niveau de connaissance sur le sujet, parce que je suis pas non plus aussi experte que peut le croire. Voilà. Mais l'hypersensibilité indirectement va venir flouer le rapport au temps, puisque comme on a quand même cette capacité, mais c'est pas toujours une capacité, parfois on subit un peu ça, mais comment dire, on est tellement perméable aux autres, aux émotions, et tellement dans l'empathie aussi, que parfois quand on est en relation avec quelqu'un, on va complètement perdre la notion du temps, parce que ce qui va être primordial pour nous, ce qui va passer en priorité, c'est d'être en lien et d'être dans l'accompagnement de l'autre, ce qu'on appelle dans la théorie polyvagale, dans la co-régulation, en fin de compte. Dans la présence à l'autre. Dans la présence à l'autre, exactement. Okay. Et c'est ce qui va venir en fait nous mettre comme dans une bulle et complètement oublier ce rapport au temps. Donc ça peut être dans ce type de contexte que l'hypersensibilité va venir flouer ce rapport au temps. Je pense que c'est flouté, parce que flouer c'est plutôt dans le sens de, tu sais, filouter quoi. Enfin, c'est ça. Ouais, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas, bon, vous nous direz ça en commentaire. C'est ça. Mais voilà, c'est surtout ça, et puis ça va être aussi dans ce côté, comme on est beaucoup dans la recherche de profondeur avec l'hypersensibilité, notamment dans les relations, mais aussi dans ce qu'on va faire, on a une attention au détail très intense. Du coup, c'est quand on va être dans une tâche, dans cette recherche de profondeur, de détail, qu'on va en oublier le temps, en fait. Et puis on peut se dire en fait cette tâche là je pensais qu'elle allait me prendre tant de temps, et puis en fait on va être déçu parce qu'on va se dire j'ai complètement sous-estimé le temps, mais en fait non, c'est notre recherche de profondeur qui va nous faire aller plus loin que ce qui était nécessaire. Complètement. Donc le temps au départ était juste pour ce qui était, pour le besoin en fait qu'on avait identifié, mais comme on est toujours dans la recherche de plus, et ben, en fait on se fait dépasser. Et alors pour les personnes haut potentiel et ou très haut potentiel, non.
Oui. très haut potentiel. Oui. Le rapport au temps aussi peut être... alors, moi, j'ai dans l'idée que ça peut être aussi un peu différent quand il y a des déconnexions qui se font très très vite sur certaines choses. Oui, il va s'exprimer plutôt dans ce... Ouais. Plutôt de cette manière-là, c'est pas manière-là. forcément le rapport au temps normé, on va dire, des Dans le 24 fonctionnement, heures, dans le fonctionnement et autres. Mm. Mais il y a quand même une rapidité Oui, tout à d'analyse ou de compréhension. C'est ça. Ouais, On peut aussi se dire, mais en fait, ça prend des plombes alors que on Exactement. aurait pu évoquer le sujet en 5 minutes, quoi. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison, parce qu'en effet, tu viens un peu de définir le haut potentiel, en fait, parce que le haut potentiel intellectuel, ce n'est pas une intelligence plus grande, c'est souvent la confusion qu'on fait, c'est une efficacité plus grande du cerveau. En fait, c'est une plus grande présence de la myéline, du conducteur de l'information dans le cerveau. C'est pas des neurones plus présents, plus nombreux ou plus efficaces, c'est la myéline qui est plus grande et donc en fait le courant passe plus vite, donc l'information passe plus vite. Donc le cerveau est plus efficace à traiter une information, une donnée, et c'est pour ça que en fait ça va plus vite pour les HPI et encore plus pour les THPI. Et donc, cette frustration, en effet, peut en découler de, pourquoi il comprend pas ce que je veux lui dire, mais pourquoi il faut que je lui explique alors que moi je sais que c'est la bonne réponse. C'est aussi ce qui peut différencier les HPI des THPI, même si c'est mouvant un petit peu ça, mais c'est ce qu'on appelle la métacognition. C'est-à-dire que les HPI... ils vont avoir cette efficacité, ce processus très rapide pour obtenir une réponse à une question, mais souvent ne vont pas savoir expliquer pourquoi ils arrivent à cette réponse. Parce que ça a été tellement rapide que, en plus, ça les saoule de refaire le chemin inverse. Donc, donc du coup, en fait, ils ont la réponse, ils n'ont pas envie de revenir sur comment ils sont arrivés à cette réponse. Les THPI seront capables, eux, dans la grande majorité, encore une fois, c'est une généralité, de retracer ce chemin. Okay. Et presque vont kiffer, tu vois, retracer le chemin, être dans l'analyse de ce chemin de pensée qui les a amenés à cette réponse. Pourquoi ? En fait, c'est cette méta-analyse qui... parce qu'en fait, c'est comme si le courant électrique était passé très vite et qu'en même temps, ils avaient observé ce courant électrique se dérouler. Tu vois. Et donc c'est une sorte de fascination aussi. Incroyable. Incroyable. Merveilleux. Donc c'est comme ça qu'il y a plusieurs types aussi. Mais donc ce rapport au temps, pour le coup, en effet, il va être affecté par cette surefficience cérébrale parce que, en fait, comme on n'a pas le même que les autres, c'est pas la surefficience qui va influencer, c'est plutôt la différence de ce rapport au temps par rapport aux autres. Complètement. Bon, on s'en a vécu de part et d'autre. Ah oui, tout à fait. En tout cas, c'est ça. C'est quelque chose que quand j'avais fait la formation avec Elodie Crépel, j'avais apprécié qu'elle dise aussi, elle insistait là-dessus, c'est pas parce qu'on est neuroatypique qu'on est, entre guillemets, voué à être malheureux. Justement, en fait, c'est la façon dont on va vivre cette neuroatypie, la façon dont elle va se confronter aux autres, la différence qui peut engendrer des mal-être. Mais ce n'est pas la neuroatypie en elle-même qui engendre un mal-être. Donc voilà, il y a des gens qui peuvent faire le raccourci, en fait non. C'est travailler justement sur sa façon d'être au monde et le regard, la façon dont on reçoit le regard des autres qui va permettre d'améliorer notre bien-être. Complètement. Mais c'est pas la neuroatypie qui est coupable de mal-être. Non. Et puis le rapport au monde et puis le rapport à cette neuroatypie et puis aussi mettre le focus sur l'ensemble des avantages quand même. Exactement. Parce que c'est quand même assez incroyable. Enfin, sur les THPI, cette capacité, moi je découvre ce que tu viens de dire sur les THPI et je trouve ça incroyable en fait, ce plaisir qu'ils pourront avoir. Ça a été très vite et ils ont vu l'ensemble du processus et donc prendre plaisir à venir c'est ça. En fait, c'est retrouver ce fil, quoi. Tout à fait. On parle beaucoup d'arborescence de pensée chez les HPI. C'est vraiment ça, c'est que là où les neurotypiques, donc les personnes qui n'ont pas de HPI, vont avoir une pensée plutôt en corde à nœud, donc voient le premier nœud mais ne voient pas le suivant, comme quand on grimpe à une corde. Les HPI vont avoir une arborescence de pensée, c'est-à-dire qu'ils vont voir le sujet et tout ce qui est lié au sujet, autour, ce qui peut en découler, ce qui peut le causer,
cette arborescence comme une image devant les yeux, quoi. Et ben en fait, les THPI, en plus, vont avoir comme un film devant les yeux avec les petits courants entre les sujets, etc. Merveilleux. Merveilleux. Je trouve ça fascinant. Et ça fait du bien aussi de pouvoir venir nommer des qualités, non, mais enfin le versant et le volet positif, parce que il y en a plein en fait. Et et on a hâte qu'il vibre au monde, que ça vibre au monde comme ça. Enfin, c'est hyper important de venir aussi souligner tout ce qu'il y a de chouette derrière, parce que c'est pas une souffrance, et comme ce que tu disais, c'est pas l'atypie qu'on doit venir dénigrer, mais dénigrer, le mot est fort, mais en tout cas accuser, de venir retravailler le rapport à soi, encore et toujours. Tout à fait. Ça me fait penser encore à un truc, mais bon, après on a explosé le compteur, mais... surprenant sur un sujet sur le temps. Mais hier, j'assistais à un webinaire qui avait pour thème l'intégration, l'inclusivité, tout ça. Ok. Et à un moment donné, l'une des participantes a dit c'est hyper important de pouvoir accueillir en stage des étudiants issus entre guillemets de la diversité, mais d'autres milieux, etc. Parce que la différence, être confronté à la différence est une force, etc. Et on disait j'espère qu'elle m'écoutera pas, mais on un peu des caisses sur la différence. Et moi, ça m'a plus que gratouillée, ça m'a vraiment énervée. J'avais vraiment envie de le dire, mais j'ai pas eu l'opportunité. Mais et puis, de toute façon, c'était pas le moment. Mais que pour moi, c'est pas la différence, c'est la diversité. Ce qui est important, c'est plutôt qu'aujourd'hui, les entreprises commencent à refléter la diversité de notre société. Et c'est ça le problème, c'est qu'elles ne le reflètent pas. Elles ont tendance à lisser, une représentation de la société codifiée, et du coup à enfermer les gens dans ces codes et dans ce lissage. C'est-à-dire que comme la société ne représente plus... Comme l'entreprise ne représente plus notre société, notre communauté, l'environnement dans lequel on évolue, on ne s'autorise plus à refléter notre personnalité dans l'entreprise. Alors que accueillir la diversité dans l'entreprise permet justement d'autoriser l'authenticité, et d'être vraiment soi, et dans, entre guillemets, sa différence, mais encore une fois, moi je vois plutôt ça comme une diversité. Puisqu'on est tous uniques en fin de compte. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Voilà. C'est ce que j'allais dire en fait. À partir du moment où on est tous uniques, on est forcément tous différents les uns des autres. Donc, je partage le propos sur le besoin de diversité, et justement d'accueillir et de s'ouvrir à la diversité pour apprendre. Toujours encore plus de l'autre, et accueillir et s'intéresser, et se dire que ok, tiens, c'est marrant, je fonctionne pas comme ça, mais moi c'est chouette, ou au contraire, c'est cool, on est tous différents finalement. Mais le fait de venir le dire et ne plus avoir peur, ou ne plus attendre de tous rentrer dans des cases, mais ça c'est des gros challenges, à la fois pour les organisations, certains managers aussi, quand on n'a pas forcément la place de pouvoir... autoriser cette diversité. C'est tout un système en fait qu'il s'agit de venir éclairer, peut-être, c'est un peu présomptueux, mais en tout cas de pouvoir autoriser à se dire, mais accueillir toute cette diversité, parce que ouvrons, la richesse est immense en fait derrière. À partir du moment où on va identifier l'authenticité de chacun des membres du système, mais c'est ce qui va faire que ça va le propulser plutôt que complètement. Je pense que c'est très là on est un peu en mode on refait le monde, tout, voilà. Oui, et puis bien pensé. mais en même temps, je pense que c'est nécessaire qu'il y ait ces moments où on parle comme ça pour relever un peu l'énergie aussi globale. Faire monter la lumière par rapport à la montée de l'ombre. Exactement. On est bien d'accord.
Mais en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en ayant peur de l'autre, en fait, en ayant peur d'être vulnérable, on a peur de la différence des autres, alors que c'est s'ouvrir à la différence de l'autre qui vient nous sécuriser sur notre propre différence. Donc, Merveilleux cette formulation. Merci. Allez, les petites fleurs. Prends. Bref, tout ça à partir du sujet du temps, quand même. Oui, tout ça à partir du sujet du temps. Bon, bref. Je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont mûrir et peut-être qu'on aura envie de reprendre du temps pour parler du temps. Voilà. C'est pas impossible. Qu'est-ce que vous pensez justement d'un épisode numéro 2 sur le temps, d'une deuxième partie? Carrément, on est vraiment preneuse de vos retours là-dessus. Ouais, si vous voulez alimenter la réflexion qu'on a commencée ensemble. Complètement. Et puis si comme Madeleine, vous avez des sujets à nous souffler à l'oreille, surtout n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir que vous allez nous lancer sur des sujets. On adore ça, ça va nous chauffer. Ça va être génial. Trop bien. En tout cas, merci Madeleine, belle inspiration. Ouais, merci Madeleine. Pour ce sujet. Merci Céline. Merci Marcel. Et on se dit à bientôt sur... Bref, tout ça pour te dire.